demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Malgré ses élucubrations, le M23 c'est fini. Le Conseil de sécurité demande le démantèlement rapide de cette force négative qui tente depuis quelques jours de survivre grâce à un accord politique que ses cadres exigent avec le soutien de l'Ouganda et du Rwanda. Pendant ce temps, la représentation nationale a débuté ce vendredi l'examen de la proposition de loi relative à la liberté de manifestation publique dans notre pays. Le texte proposé par le député Délice Sanga est passé au scanner par ses collègues qui devraient l'enrichir avant son adoption par la plénière. Dans l'autre chambre du Parlement, les sénateurs ont finalement voté le projet de loi qui va régir le secteur de l'électricité dans notre pays. Une loi qui libéralise et ouvre le secteur au privé. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle au désarmement et à la démobilisation immédiate du M23. Les membres de cet organe de l'ONU se félicitent de l'annonce faite par ce groupe rebelle de mettre fin à son insurrection sanglante contre la RDC. Lundi dernier, les ex-rebelles du M23 et le gouvernement congolais n'ont pas réussi à signer un accord qui devrait mettre fin aux pourparlers de Kampala qui durent depuis 11 mois. L'ambassadeur Liu Jie, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, demande qu'un texte final qui prévoit le désarmement des combattants et la poursuite des auteurs des violations des droits de l'homme soit adopté et mis en application sans condition. Le gouvernement légitime de la RDC ne peut pas être logé à la même enseigne qu'une force négative défaite. C'est la position du gouvernement, martèle Lambert Mende, pour justifier le refus de Kinshasa de signer l'accord dit de paix censé mettre un terme au pourparlers de Kampala. Le porte-parole du gouvernement rappelle qu'il ne sera pas non plus question d'une amnistie collective en faveur des rebelles du M23. Ces préalables sont à la base du blocage de Kampala, assure le ministre des Médias devant les Chevaliers de la Plume, venu prendre part à cette conférence de presse qu'il a tenue jeudi en son cabinet à Gombe. Rosa Wazi et Dieu merci Suka. Le gouvernement de la RDC s'est dit surpris et choqué de constater que la facilitation ougandaise n'a pas pris en compte le compromis qu'elle a elle-même proposé aux parties prenantes pour parler de Kampala. Curieusement, c'est un Lambert Mende. Elle joue plus à compliquer qu'à faciliter l'aboutissement heureux de ces négociations qui durent depuis plusieurs mois déjà. Le médiateur foule au pied tous les amendements proposés par la délégation congolaise. Face à cette situation, le gouvernement refuse de signer un document quelconque aussi longtemps qu'il sera traité au même pied d'égalité que le rebelle du M23. Et conformément au compromis du 3 novembre 2013, il n'est pas disposé à signer un document appelé accord avec le M23, mais qu'il veut bien signer une déclaration. Le gouvernement refuse, sur le plan protocolaire, d'être placé sur le même pied d'égalité que les forces négatives M23. Le gouvernement refuse donc de face à face, de côte à côte, ni même le fait de s'asseoir autour d'une même table que ces gens-là. Pour la même raison, le gouvernement s'oppose à la prise de parole par un délégué du M23 lors de la signature, la cérémonie de signature. Le gouvernement demande à nouveau
que le facilitateur lui remette une copie du texte à signer avant la cérémonie de 18 h au State House pour lui permettre d'en prendre préalablement connaissance. À propos de l'amnistie générale sollicitée par les rebelles, le gouvernement s'oppose catégoriquement et entend le faire au cas par cas. Le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Il s'engage plutôt à proposer incessamment à la représentation nationale un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et faits d'insurrection couvrant la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à ce jour, en faveur de tout membre du M23 qui s'engagerait individuellement et par écrit à s'abstenir de manière permanente de recourir aux armes et ou de participer à un mouvement insurrectionnel pour faire aboutir une revendication de quelque nature que ce soit. Se rendant compte du double jeu que joue la facilitation ougandaise, le gouvernement congolais s'en remet à la CIRGL pour un éventuel changement de la direction de la facilitation. En entendant, Kinshasa garde sa position mais reste ouvert au dialogue. Les bonnes dispositions de la RDC de conclure dans un délai raisonnable et sur base d'un document qui n'occulte pas la défaite militaire du M23 n'ont pas permis d'atterrir à Kampala. La facilitation ougandaise opérant désormais à découvert, Kinshasa ne croit plus à la sincérité de Museveni, bien que tard, le facilitateur désigné par la CIRGL est récusé. Commentaire de la rédaction avec Paul Félicien Nangana. Entre Kinshasa et Kampala, ce n'est pas encore le divorce. Mais entre les deux capitales qui n'ont jamais filé le parfum d'amour, le rapport devient de plus en plus tendu. La difficulté de conclure le 11 novembre 2013 le pourparler engagé depuis décembre 2012 avec les ex-rebelles du M23 a plus que jamais ravivé l'animosité entre les deux capitales. Kampala a été le premier à sortir les gants, fustigeant clairement la responsabilité de Kinshasa dans les couacs survenus le lundi dernier dans la capitale ougandaise. La réplique de Kinshasa n'a pas tardé. Le gouvernement a vivement condamné la partialité de l'Ouganda, estimant que loin d'être une solution, Kampala passait en réalité pour le problème dans la difficulté de conclure les pourparlers engagés avec le M23. Devant la presse réunie dans son cabinet, la mère Mende Omalanga a voulu rétablir la vérité sur ce qui s'est réellement passé le 11 novembre 2013 à Entebbe en Ouganda. Il a, de ce fait, aligné l'un après l'autre des éléments qui, selon lui, prouvaient à suffisance la partialité de l'Ouganda. Depuis l'ouverture des pourparlers le 9 décembre 2012, des négociations avec le M23. En croire le porte-parole du gouvernement, l'Ouganda a étalé au grand jour ses préférences apprenant fait et cause pour le M23. Tout à fait pour amener Kinshasa à signer aveuglément les textes préparés par la facilitation ougandaise. Aussi a-t-il récusé pour toutes ces raisons la sincérité de l'Ouganda dans la médiation qu'il mène sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dans la négociation avec le M23. Pour démontrer sa bonne foi, le gouvernement de la RD Congo réaffirme sa volonté de mener à bon port les pourparlers de Kampala et pourrait signer avec le M23 un document qui, sans être un accord, permettra juridiquement de donner une forte contrainte à la déclaration de rénonciation à la rébellion faite par le M23 le 5 novembre dernier et de régler les questions liées au cantonnement, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des ex-combattants. Toutefois, pour ne pas se faire tourner en dérision, comme ce fut le cas le 11 novembre 2013, Kinshasa prend à témoin l'opinion nationale et internationale qu'il reste soucieux du bien-être des Congolais et désire rendre irréversible la fin de la rébellion du M23. Au cas où un consensus ne serait pas trouvé dans un délai raisonnable sur un document de cette nature et qui n'occulte pas la défaite militaire du M23, le gouvernement attend prendre les dispositions concernant les principales préoccupations qui ont fait l'objet de discussions au pourparlers de Kampala. Une chose est sûre, désormais Kinshasa n'est pas prêt à se laisser aller dans un jeu qui remet en cause ses intérêts. Aussi a-t-il, au dire du porte-parole du gouvernement, prendre des dispositions conséquentes concernant l'amnistie, l'intégration et la réinsertion
des ex-combattants du M23 au CDFARDC, la démobilisation des ex-combattants du M23, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées internes, et d'autres questions pertinentes touchant à la sécurité des membres des ex-rébellions. En d'autres mots, Kinshasa s'assume et se dit être prêt. Je l'ai dit dans les titres, au Parlement, les élus du peuple ont débuté ce vendredi l'examen de la proposition de loi relative à la liberté des manifestations publiques en RDC. Le texte proposé par leur collègue Délice Sanga devrait subir quelques retouches au regard des amendements formulés par la plénière. Régime d'information consacré par la Constitution et conforme à la démocratie, alors que celui de l'autorisation met le pays en porte-à-faux avec l'esprit démocratique. Les détails dans ce compte-rendu de Paul Félicien Nangana et Blanchard Kandolo. À travers cette proposition de loi, Délice Sanga voudrait que l'ordre revienne dans l'organisation de manifestations publiques. Pour l'élu de Luisa, toute manifestation doit être formalisée auprès des autorités compétentes. C'est une proposition de loi qui vient à point nommé et nous y avons réfléchi depuis longtemps. Je crois que les députés le moment venu se prononcer très favorablement dans le sens de son adoption. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de manifester, il n'y a pas de démocratie sans liberté de se réunir. Le tout et le plus important est que tout se tienne dans l'ordre, dans le respect de l'ordre public, dans le respect de bonnes mœurs. Dans les débats qui a suivi l'économie de son texte, les avis ont été partagés sur cette initiative. Si les uns ont soutenu la démarche, les autres trouvent toujours à redire. J'ai tout simplement demandé à ce qu'on rejette la loi, cette proposition, pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus fondamentale, elle est constitutionnelle. Vous pouvez remarquer que l'article 26, sur lequel le collègue Sesanga s'appuie, cet article ne parle pas de réunions, il parle plutôt de manifestations publiques. Un deuxième élément, par rapport au régime des sanctions, vous constaterez que les collègues font la part belle aux organisateurs de manifestations qui seraient rendus coupables d'une certaine déviation. On ne le punit pas assez suffisamment, on punit plus les personnes qui seraient tentées d'empêcher ces manifestations-là. Il y a plusieurs éléments dans cette proposition, et c'est ce qui m'a poussé tout simplement à demander aux collègues de rentrer et de refaire l'étude. L'idée elle est bonne, il est question de la refaire et il pourra produire quelque chose de potable. Face aux nombreuses questions de ses collègues, le député national Denis Sesanga devra prendre tout son temps en vue de satisfaire les intervenants. Et à la Chambre haute, les sénateurs ont finalement voté après quelques amendements le projet de loi relatif au secteur de l'électricité. Le nouveau texte consacre la libéralisation de ces secteurs et l'ouvre au privé. Désormais, le monopole de l'État dans le secteur de l'électricité est cassé. Plusieurs autres innovations ont été apportées. C'était au cours de la plénière du Sénat ce vendredi dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Paul Félicien Nangana et Blanchard Kandolo. Au cours de cette séance, les élus des élus ont examiné et adopté les projets de loi relatifs au secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Avant d'adopter globalement ce texte de plus de 100 articles, a été d'abord voté article par article. Voilà ce qui fait le bonheur du président du Sénat. Sur 108 membres qui composent le Sénat, 70 membres ont pris part au vote. 70 membres ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun ne s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote en séance subséquente le projet de loi relatif au secteur de l'électricité. La présente loi est appelée à fixer les modalités d'exercice du droit d'accès à l'énergie électrique garanti par l'article 48 de la Constitution. Elle vient ainsi remédier à cet état de choses en dictant, en termes de règles, des dispositions d'ensemble qui prennent en compte la réalité et les différentes contraintes inhérentes à une gestion rationnelle, efficace et bénéfique à tous de toutes les activités du service public de l'électricité. La grande innovation, c'est la libéralisation du secteur de l'électricité. Ça signifie que l'État ne va plus garder le monopole des activités concernant l'électricité. Et maintenant, la SNEL va être opérateur comme tout autre opérateur et va travailler dans la concurrence
que nous supposons loyale. Nous voudrions attirer les investissements dans le secteur de l'électricité. Et pour ça, il ne fallait pas commencer à mettre trop de limites, de peur que les investisseurs ne viennent pas au rythme voulu. Les opérateurs œuvrant dans le secteur de l'électricité disposent d'un délai de 12 mois à dater de la promulgation de la présente loi pour s'y conformer. On en vient à l'attente du nouveau gouvernement qui se fait si long qu'elle suscite déjà des inquiétudes. Alors que le gouvernement réputé démissionnaire expédie les affaires courantes, la moindre des choses à faire serait, estiment certains observateurs, de mettre en place le nouveau gouvernement pour gérer le pays. Suivez ce commentaire de Oscar Bakandoa. Dans la chronologie de faits, le chef de l'État, après avoir senti la nécessité de refaire l'unité nationale, avait lancé les assises des concertations nationales. Concertation à l'issue desquelles il avait promis de prendre des mesures importantes après qu'il ait entendu et compris les desiderata des concertateurs. Parmi les mesures phares de Kabila figure l'annonce de la création d'un gouvernement de cohésion nationale, dont les missions cardinales seront, entre autres, de rétablir la paix et de consolider la cohésion nationale, indispensable au développement de la RDC, d'améliorer les conditions sociales des populations et de poursuivre le processus de reconstruction nationale. Seulement voilà, depuis que l'annonce a été faite, le processus de mise en place de ce nouveau gouvernement traîne encore. Et pendant ce temps, l'appareil de l'État semble être paralysé par cette nouvelle mutation de l'exécutif central. Puisqu'il n'est un secret pour personne que le désormais gouvernement sortant n'a pratiquement plus le cœur à l'ouvrage, car réputé partant. Puis encore, ses membres ont été interdits de nouvelles signatures par une circulaire du Premier ministre Augustin Matata Pogno. Du coup, une léthargie doublée de mollesse saisit certains membres du gouvernement Matata, surtout ceux qui, à vrai dire, sentent inévitablement leur départ imminent. Par ailleurs, nombre d'observateurs notent avec insatisfaction cette longue attente au sujet de la mise sur pied du nouvel exécutif. Cette situation risque d'asphyxier le climat de travail entre ministres et leurs administrations respectives, à tel point que l'atmosphère est polluée. Par conséquent, l'arrêt de ces longs suspens est donc vivement souhaité. Et de ces faits, Kabila est appelé à mettre un terme à cette situation très préjudiciable à la nation. Le PASEBCO sollicite l'implication des médias pour la mise en œuvre de son plan de communication. Les professionnels des médias retenus devraient travailler dans la sensibilisation des populations sur la nécessité de préserver l'environnement et les écosystèmes dans la sous-région d'Afrique centrale. La cérémonie de lancement de ce plan de communication a eu lieu jeudi en la salle polyvalente Nelson Mandela à Gombe, en présence du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Jémi Mamogo, Nadine Maïfiloa et Pati Alouma. À l'initiative du PASBO, les professionnels des médias de l'Afrique centrale sont désormais mis à contribution pour des actions de sensibilisation des populations sur la nécessité de préserver l'environnement et les écosystèmes. Pour ce faire, un plan de communication de masse qui reprend les directives édictées par les chefs d'État membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale est validé à la grande satisfaction des participants. Ce projet s'inscrit, insiste le coordonnateur régional du PASBO, dans le cadre de la grande campagne de sensibilisation et d'information des peuples d'Afrique centrale sur la préservation de l'environnement et du développement durable. C'est à dessein que le plan de communication de masse est un outil structurant. Il est structurant parce qu'il va permettre de renforcer l'ensemble des institutions du traité de la COMIFAC, de renforcer la CEAC elle-même et l'ensemble des acteurs de la communication de la sous-région dans le cadre d'une plateforme où l'information circule, où les gens acceptent de partager l'information et de travailler ensemble pour communiquer. Les responsables de cette structure comptent sur les réseaux des communicateurs pour l'environnement en Afrique centrale et le réseau des radios communautaires de la sous-région. Tous s'engagent à travailler en synergie pour la mise en œuvre de ce plan de communication. La journée du 14 novembre est dédiée à la célébration de la journée mondiale du diabète. Les statistiques de l'OMS démontrent qu'un peu plus de 247 millions de personnes souffrent de cette maladie chronique à travers le monde. Avec 30% des patients, le diabète doit être pris au sérieux, conseillent les spécialistes. Dr Papi Foulou, interrogé par nos reporters Mariam Boya et Pati Alouma, exhorte la population à respecter le mode de vie indiqué pour ne pas attraper cette maladie. Suivez.
Placée sous le thème « Le diabète, protéger notre avenir », la Journée mondiale du diabète est considérée comme une occasion propice pour mener des actions de sensibilisation contre cette maladie chronique. Cette année, l'accent est mis sur l'autoprotection et la préservation des générations futures contre la marée montante de cette maladie incurable et coûteuse, selon l'OMS. Papin Foulou-Kiessé, spécialiste en santé publique, estime que cette pathologie n'a pas de cause précise. Toutefois, il en énumère des facteurs qui se manifestent surtout chez les personnes atteintes, précisément vers quarantaine. De nos jours, les principaux facteurs favorisant la survenue du diabète sucré, c'est le mode de vie. Donc, un mode de vie qui s'écarte du mode de vie traditionnel favorise la survenue du diabète sucré. Et donc, à part cela, il y a aussi un facteur majeur qui est l'obésité. Quant aux statistiques, elles sont plus éloquentes. Un peu plus de 247 millions de personnes souffrent du diabète à travers le monde. Il faut donc prendre des précautions. Les manifestations les plus couramment rencontrées, c'est la polyurie, c'est-à-dire la personne qui commence à uriner plusieurs fois par jour. Il y a aussi la polydipsie. La personne commence à boire de l'eau de manière exagérée. Et il y a aussi la polyphagie. La personne commence à trop manger. Et il y a des signes qui vont s'accompagner. Entre autres, il y a aussi parfois l'amaigrissement. La Journée mondiale du diabète fut lancée en 1991 comme réponse à l'escalade de l'incidence du diabète dans le monde. Le gouvernement, les partenaires au développement et les organisations de la société civile sont appelés à mener des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention du grand public dans le but de l'amener à observer des comportements responsables. Bonne nouvelle pour les abonnés RTL. Cette société de télécommunications vient de lancer sa promo de fin d'année baptisée RTL C'est ma fête à travers tout le pays. Une manière de dire merci à tous ces abonnés afin de leur permettre de se réjouir pendant les festivités de fin d'année 2013 et de Nouvel An en 2014. Le lancement de cette promo est intervenu ce vendredi au cours d'une conférence de presse à Faden House dans la commune de La Gombe. Oscar Abakandoa et Jean Lumossi. Au total, 12 semaines d'enthousiasme avec des lots exceptionnels à gagner chaque semaine. Par ce geste, RTL RDC voudrait que ses abonnés se sentent à l'aise à la veille de la célébration de ses 13 ans d'existence en République démocratique du Congo. Pour Tchèque Sarr, directeur marketing RTL, la participation est libre pour tous les abonnés. Nous avons mis en place un certain nombre de lots que nous voulons offrir à nos clients à travers cette promotion RTL C'est ma fête. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. C'est pour parler de cette promotion qui est en guise de remerciement à nos clients pour les 13 années de support qu'ils nous ont apporté. OK? Et donc, nous allons offrir beaucoup de lots. Plus de 2000 lots seront distribués à nos différents clients, OK, qui seront éligibles pour participer à cette promotion. Il suffit d'activer les forfaits sous Kanakakato via le 707 et pour être éligible au tirage hebdomadaire, l'abonné RTL devra cumuler un minimum de 50 unités d'activation pendant la semaine. Au nombre de prix à gagner, une superbe villa meublée, 2 Jeep RAV 2013, du cash par RTL Money, des smartphones, des séjours au fleuve Congo Hotel, un voyage au Brésil pendant la Coupe du Monde et beaucoup d'autres prix alléchants. Il y a de quoi rassurer les abonnés. Et les journaux parus ce matin dans la capitale ont été lus et sélectionnés pour vous par José Junior Owawa. Le point de presse du porte-parole du gouvernement est la principale information qui domine l'actualité dans la presse de ce vendredi. Ni amnistie générale, ni intégration en bloc. M23, Kinshasa refuse de côte à côte, s'exclame la prospérité. Tout en reconnaissant les efforts fournis par tous les partenaires pour parvenir à un accord avec les M23, Lambert Mende rassure l'opinion sur la volonté du gouvernement de résoudre les questions délicates dans le cadre des lois du pays, conclut le journal. Le potentiel, pour sa part, pense que les bonnes dispositions de la RDC de conclure dans un délai raisonnable et sur base d'un document qui n'occulte pas la défaite militaire du M23
n'ont pas permis d'atterrir à Kampala. La facilitation ougandaise opérant désormais à découvert, Kinshasa ne croit plus à la sincérité de Museveni. Bien que tard, les facilitateurs désignés par la CIRGL est récusé, une option qui laisse la voie à la piste de Brazzaville pilotée par le président Denis Sassou Nguesso. Les phares constatent que 10 ans après le Sun City, on veut effacer les tableaux pour le M23. Les confrères s'interrogent sur le point politique de Kambou Sanguézé, négociateur en chef du M23 pour parler de Kampala. Ce responsable du mouvement rebelle aurait demandé pardon au peuple congolais lors d'une sortie médiatique. Les quotidiens qualifient cette intervention de pure distraction destinée à jeter la poudre aux yeux des naïfs. L'avenir qui revient sur le point de presse du porte-parole du gouvernement renseigne que Kinshasa durcit les temps. Les confrères révèlent qu'un projet de loi pour dédouaner ceux qui le pourront sera déposé au cas où un accord final ne serait pas signé avec le M23. Bouclons cette revue de presse par un mot de culture. La Galerie Gentil expose différents objets d'art pour valoriser la culture congolaise. L'information à lire dans le journal La Cloche. Voilà tout pour ce soir à Bujumbura. Merci José Junior pour cette revue de presse qui met un terme à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention et au revoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.